votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Décédés au cours de l'incendie qui a ravagé le service néonatologie de l'hôpital de Tivaouane, les 11 bébés reposent désormais au cimetière Khalkhous de la cité religieuse. Autorités administratives et chefs religieux ont assisté à leur enterrement empreint d'émotion. Massalikul Djinan, bientôt doté d'une morgue et d'un centre de santé. Le chef de l'État en a fait la promesse devant le porte-parole du khalife général des Mourides. Le chef de l'État a assisté à un panel. Les échanges ont porté sur les réponses aux enjeux religieux, sociaux, culturels et intellectuels au Sénégal. Nombreuses sont les paroisses qui ont vibré au rythme de la première communion ce week-end. La première communion, l'un des 7 sacrements de l'Église catholique pour désigner la toute première fois qu'un enfant baptisé reçoit le corps du Christ avec l'Eucharistie, un cérémonial à découvrir dans ce journal. Et puis une pluie et déjà des ravages dans la région de Kaolack. Une personne a perdu la vie, de nombreux dégâts matériels constatés. Les paysans sonnent l'alerte et sollicitent l'aide de l'État. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que les 11 bébés qui ont trouvé la mort dans l'incendie de l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane ont été inhumés. Ils reposent désormais au cimetière Khalkhous de la cité religieuse. Autorités religieuses et administratives de la ville sainte ont assisté à leur enterrement. Nos reporters y ont également assisté. Cheikh Anta Diop Saylatir. Le cortège funèbre s'ébranle, destination cimetière Khalkhous. Des personnels de santé amourtouflés dans leurs blouses blanches, les autorités administratives, le procureur de la République, le maire de Tivaouane, les parents des victimes et des membres de la famille Seydi El Hadji Malick Sy ont accompagné ces petits bouts de bois de Dieu décédés jusqu'à leur dernière demeure. Et c'était très émouvant. Je puisse assister à l'enterrement des nouveau-nés, étant donné que c'est la volonté divine, personne n'y peut absolument rien. Mais c'était un peu choquant dans la mesure où des familles entières qui voient leurs enfants, moins à l'espace d'une semaine ou bien 10 jours, perdre leurs enfants comme ça, c'est un peu dur. Mais c'est la volonté divine, personne n'y peut rien. À l'heure actuelle, tout le monde disait qu'il y avait plusieurs bébés, mais à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu, il y avait 11 tombes, il y avait 11 bébés qu'on a enterrés devant mes yeux. Donc, je suis témoin des faits. Je peux dire qu'il y avait 11 personnes, comme 11 bébés. Ces victimes ont été inhumées séparément et identifiées. Oui, ils ont été tous identifiés. Et ils ont bénéficié de tout ce que bénéficie un musulman dans ces circonstances, avec le kit funèbre. Donc, en tout cas, toute la rituelle a été respectée. On a prié, le calife a dépêché son fils Serigne Moustapha, qui est venu avec les autres imams de la ville, en tout cas pour procéder au rite mortuaire. Les forces de l'ordre ont quadrillé le secteur et la tension était vive entre les hommes au béret rouge et les hommes de médias. Retour à présent sur le séjour du khalife général des Mourides à Dakar. Le président de la République Macky Sall a assisté ce dimanche à un panel. Thème de la rencontre, réponse aux enjeux religieux, sociaux, culturels et intellectuels au Sénégal. Macky Sall en a profité pour promettre donc au khalife général des Mourides de doter la mosquée Massalikul Djinan d'une morgue et d'un centre de santé pour les fidèles. Nous l'écoutons. La grandeur de la mosquée Massalikul Djinan à la hauteur des efforts fournis démontre la vision et la générosité du saint homme Serigne Mountakha Mbacké. Les talibés mourides également, dont l'engagement est sans faille à l'écoute permanemment du ndigal. Le travail se poursuit. La mosquée disposera d'un poste de santé avec le personnel
ici et une mosquée. J'en fais une affaire personnelle pour la réalisation. Je remercie tout le monde. Et puis cette information qui va certainement intéresser les préposés au pèlerinage à la Mecque dans le cadre de l'organisation du pèlerinage. La délégation générale au pèlerinage informe les fidèles que les versements bancaires prévus demain, lundi 30 mai, sont reportés à une date ultérieure, une date qui leur sera naturellement communiquée dans les meilleurs délais. La première communion, la première fois qu'une personne baptisée communie au cours de l'Eucharistie, ça se passe durant la messe au sein de l'Église catholique. Cette cérémonie a donc été célébrée dans plusieurs églises, dont celle de Notre-Dame des Anges de Ouakam, où des enfants qui ont été baptisés ont reçu pour la première fois le corps du Christ sous les yeux de nos reporters Mariam Ndiaye et Diafaraba. À l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Un grand jour pour ces enfants qui se sont fait baptiser à leur naissance. L'instant est solennel car ils passent leur première communion, tous dans leur plus beau tenue pour l'événement. L'abbé Jacques Diouf, curé de Notre-Dame des Anges de Ouakam, revient sur l'importance de cette étape dans la vie de l'enfant catholique. Ces enfants qui ont été baptisés reçoivent pour la première fois le corps et le sang du Christ, qui est le signe de son amour pour nous. Parce qu'en Jésus, nous comprenons et nous vivons et nous accueillons que Dieu nous aime tant qu'il a voulu venir vivre avec nous. Mais plus encore, vivre en nous. Et c'est ça qu'on appelle la première communion. Tout chrétien est baptisé, confirmé et il communie. Une suite logique de l'enseignement religieux reçu des parents. Voilà, quand l'enfant vient au monde, il est sur ta responsabilité. Voilà, tu es obligé de l'accompagner parce que c'est un processus. C'est comme à l'école, c'est comme au catéchisme, c'est comme aussi même dans sa vie quotidienne. Voilà, c'est un processus depuis le baptême, voilà, où on suit l'enfant, on le continue à le faire suivre les catéchismes jusqu'à ce qu'il arrive à ce processus-là, qui est la première communion. C'est une fierté pour nous, quoi. Je rends grâce vraiment au Tout-Puissant Jésus-Christ. Que de souvenirs vécus. Les années passent, mais ce rituel occupe toujours une place importante. J'ai fait ma première communion en 1985. Vu ça a duré des années, mais quand je pense à des souvenirs, il y a plein d'émotions qui me touchent. La première communion est une étape obligatoire de la vie des enfants catholiques. Une première, mais pour la vie tout entière. À une semaine de la Pentecôte, l'église des Assemblées reçoit la visite du ministre pasteur Job Moukadi. Le pasteur Job Moukadi est le représentant de l'église catholique en Afrique. L'église des Assemblées a saisi cette occasion spéciale pour informer les fidèles d'une séance de prière qu'elle tiendra le jour de la Pentecôte. Nous écoutons le pasteur Job Moukadi, il est au micro de Lisa Prera. L'ordre missionnaire que le Seigneur a donné à l'effet de toutes les nations, des disciples. Notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de lui obéir. Et si je suis ici, c'est dans l'obéissance à ces commandements du Seigneur, parce que c'est un ordre. Il a dit à l'effet de toutes les nations, des disciples, guérissez les malades, chassez les démons. Donc nous sommes là pour vider les prisons des captifs et permettre à ce que le peuple de Dieu recouvre la liberté et serve le Seigneur avec joie et bonheur pour hériter du royaume de Dieu. Parce que c'est la bonne nouvelle du royaume que nous devons prêcher. Et nous tenons à faire de notre mieux pour que beaucoup de personnes connaissent Christ comme il doit être connu. Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, et non être regardé comme une sorte de secte ou de quelque chose qui ne va pas avec la société sénégalaise. Je vous l'annoncer en titre à Taïba Niassène, dans la région de Kaolack. La pluie d'hier samedi a déjà fait un mort et de nombreux dégâts matériels, comme vous le voyez sur ces images. Certains paysans ont perdu leur stock de semences et se retrouvent dans le désarroi. Ayant peur de subir à nouveau les affres des inondations, ils sollicitent l'aide urgente des autorités. Le compte-rendu est signé par Maïdiao et Faligay. Avec 127 mm de pluie, Taïba Niassène est sous les eaux.
Tamsir Niasse révèle qu'un enfant est mort noyé dans la pluie. Selon lui, le talibé est piégé par les eaux. Il y a un enfant qui a perdu la vie lors de la pluie. Il s'est noyé dans les eaux. À chaque hivernage, les populations rencontrent d'énormes difficultés avec les inondations. Il y a aussi un de nos amis qui a perdu la majeure partie de son cheptel. Trouvé à côté de son atelier, Samba Niasse est une des victimes. La pluie a causé beaucoup de dégâts dans sa maison. Beaucoup de maisons et les rues de la localité sont envahies par les eaux pluviales. Il y a beaucoup de dégâts. Mon magasin de stockage de mil est rempli d'eau. C'est vraiment difficile. Avec ces fortes pluies, certains paysans ont perdu leurs semences selon nos interlocuteurs. On n'a plus de semences, la pluie a tout détruit. Toutes les graines d'arachide sont mouillées, on est obligé d'acheter de nouvelles semences. Les populations de Taïba Niassène invitent les autorités à prendre les dispositions, sinon elles vont passer l'hivernage dans les inondations. À Touba, les aviculteurs tournent le dos aux provendiers. Ils dénoncent une concurrence déloyale dont ils font l'objet et fustigent le coût élevé des poussins, mais aussi de l'aliment avicole utilisé pour leurs besoins d'élevage. Interrogés par nos équipes, ils reviennent sur les pertes subies. Pape Balagay et Talassam nous font le point. Très remontés contre les provendiers, les agriculteurs de la ville sainte de Touba ruent dans les brancards. Face à la hausse vertigineuse selon eux du prix de l'aliment des poussins entre autres, ils ont décidé de boycotter tous leurs produits. Momilei est la présidente des agriculteurs de Touba. On peut résumer ces problèmes en 3 points. Premier, hausse vertigineuse des produits avicoles. L'aliment qui passe de 14 000 à 21 000. Le carton de poussin de 25 000 à 32 000. Deuxième, une mauvaise qualité des produits avicoles, poussins et aliments. Troisième, concurrence déloyale des industriels de l'aviculture. Ceci a engendré une faillite de beaucoup d'éleveurs, occasionnant un taux élevé de chômage. C'est ainsi que nous avons décidé de boycotter jusqu'à nouvel ordre toute production de poulet et d'œufs. Filière avicole menacée aujourd'hui, ils interpellent les autorités pour sauver les meubles pendant qu'il est encore temps. Abdou Aziz Ndiaye, vice-président de l'association des agriculteurs de Touba. Ministre de l'élevage. Nous interpellons le ministre de l'élevage, le directeur régional de l'élevage et tout autre responsable dans la filière. Nous leur demandons de nous soutenir dans ce combat. C'est une chose qui affecte tout le monde, de l'agriculteur au consommateur. Tout le monde ressent la pression. Des pertes évaluées à coups de millions à cause de la mauvaise qualité des poussins et de l'aliment. Les agriculteurs de la ville sainte de Touba appellent à l'unité dans le combat pour sauver le secteur. Le Global Mercy, le plus grand navire hôpital au monde, a accosté au port autonome de Dakar. Des interventions chirurgicales, mais aussi la formation des professionnels de la santé sont prévues à bord de ce bateau qui vient en appoint à l'Africa Mercy, dont les activités avaient connu un frein à cause de la Covid. Toutefois, que les patients programmés auparavant soient rassurés, ils seront prioritaires sur la liste des malades en attente d'une intervention chirurgicale. Des précisions sont du vice-président de Global Communication que nous écoutons au micro de Mambiram Diouf. L'Africa Mercy a 4 salles d'opération. Le Global Mercy a 6 salles d'opération. Donc il y a beaucoup plus de capacité. Le Global Mercy peut aussi recevoir beaucoup plus de patients qui restent. Il y a 200 lits. L'Africa Mercy a moins de lits sur le bateau même. La raison pour laquelle on travaille aussi avec le Hope Center, comme le ministre a mentionné. Il y a 650 volontaires qui viennent du monde entier. Et je dois dire de plus en plus de l'Afrique. Donc on est très content avec cela.
l'Africa Mercy a 400 personnes de volontaires qui travaillent sur le bateau. Donc voilà, plus que le double des capacités si on combine les deux bateaux ensemble. Une période de 22 mois que nous n'avons pas pu opérer à cause de Covid. Et donc notre objectif avec l'Africa Mercy maintenant, c'est de vraiment retrouver les patients qui étaient sélectionnés mais qu'on n'a pas pu aider. Et donc ça, c'est notre objectif principal aujourd'hui. On a déjà commencé, on est arrivé ici avec l'Africa Mercy en février. Allez, focus à présent sur les doctorants sénégalais, des professionnels qui ont souvent du mal à présenter leurs travaux de recherche au niveau des conférences, colloques et symposiums, faute de moyens. Et bien pour leur venir en aide, la Société de physique du Sénégal organise à l'échelle territoriale des rencontres. Objectif, permettre à ces professionnels de dévoiler leurs recherches, mais aussi et surtout de partager leurs expériences avec leurs pairs. Une des rencontres s'est tenue à l'université Alioune Diop de Bambey et je vous propose d'écouter le professeur Maktar Faye. Il est chef du département de physique à l'université de Bambey. Il est au micro de Babacar Diouf. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette manifestation en format hybride. Autrement dit, les gens qui ont la possibilité d'être présents, ils sont là. Mais d'autres collègues qui sont à Ziguinchor, qui sont à Saint-Louis et ailleurs au Japon, aux États-Unis, peuvent également suivre et participer à ces symposiums. L'autre objectif, et c'est le plus important, c'est d'offrir aux doctorants la possibilité de présenter leurs travaux de recherche. Comme vous le savez, nous, dans notre milieu scientifique, nous sommes invités à participer à des conférences, mais généralement, les conférences sont des conférences internationales et les enseignants ont les moyens, avec l'appui des universités, d'aller présenter leurs travaux un peu partout dans le monde. Mais nos doctorants n'ont pas généralement les moyens suffisants pour aller exposer leurs travaux. Donc nous avons décidé d'organiser assez régulièrement ce type de rencontre pour permettre aux étudiants, aux doctorants de présenter à la communauté scientifique l'état d'avancement de leurs travaux et de recevoir le feedback qui leur permet de progresser. Le développement de l'agriculture dans le Saloum, une question qui préoccupe la Chambre des métiers de Kaffrine. Selon un de ses membres, par ailleurs acteur de la filière, l'État doit soutenir les artisans dans la production de matériel agricole. Omar Wilane, puisque c'est de lui qu'il s'agit, estime que les efforts faits par les pouvoirs publics dans ce sens restent insignifiants. Il s'est exprimé dans ce reportage signé Omar Ndiaye. Il répond au nom d'Omar Wilane, 35 ans, menuisier métallique de son état. Il vient de créer 2 machines agricoles et revient ici sur leur importance pour l'agriculture. Le monoculture sert de moyen de locomotion pour le semoir et pour le défrichage, tandis que l'autre machine est une moissonneuse-batteuse qui peut transporter des bagages, du sable entre autres. Une création qui, selon lui, va permettre de reposer le bétail et d'alléger le travail pour l'agriculteur. La machine peut être utilisée pour une seule personne. En réalité, les chevaux et les ânes suissent dans les travaux champêtres. C'est donc un avantage d'autant plus qu'avec 2000 francs de carburant, on peut travailler toute la journée. Il déclare n'avoir pas omis de respecter toutes les normes requises. Il faut signaler également que parmi le matériel créé figure la moissonneuse-batteuse. Cette machine permet de transformer les tiges de mil en aliments de bétail. Les cultivateurs de manioc jettent les tiges, mais avec cette machine, ils peuvent les transformer en aliments pour leur bétail. Selon lui, d'autres projets sont en tête, mais les moyens ne suivent pas pour les réaliser. Je me débrouille tant bien que mal. Je n'ai jamais bénéficié de financement. Nous travaillons avec nos propres moyens. Face aux répercussions des événements internationaux sur notre économie et sur nos activités, Omar Wilane appelle à réfléchir sur les moyens d'impulser un développement endogène, surtout dans le domaine agricole.
des acteurs du monde rural en conclave à Toubab Dialaw. Ils sont conviés à échanger sur l'agroécologie, une alternative qui pourrait permettre aux pays du Sahel d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Financé par l'Agence française de développement, ce forum régional sur la transition agroécologique est organisé par Terre Solidaire. Notre reporter Abdou Diouf Diagne, qui a pris part aux travaux, nous en dit un peu plus dans ce compte rendu. Regardons. Dans le domaine de l'agroécologie, les pays du Sahel ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années. C'est pour maintenir le cap qu'un forum est organisé pour un partage d'expériences sur des initiatives de promotion de ce type d'agriculture. Il y a beaucoup de réalisations concrètes. Chaque partenaire dans leur territoire sont vraiment investis dans l'accompagnement, la formation de dizaines de milliers de producteurs, de productrices dans la conversion de leurs pratiques pour des pratiques agricoles plus durables, voilà, qui redonnent de l'autonomie aux producteurs. Cependant, tout n'est pas rose. Certaines contraintes doivent être levées pour que l'agroécologie puisse être une réponse à la question de la sécurité alimentaire. C'est important de mettre en réseau tous ces acteurs qui puissent confronter leur vision, débattre et construire collectivement des positionnements politiques pour aller défendre l'agroécologie. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est en œuvrant collectivement, en allant interpeller les autorités au niveau de la CEDEAO, au niveau aussi voilà, des échelles nationales, etc., qu'on va réussir ce combat pour une transition agroécologique dans nos territoires. Plusieurs organisations paysannes et associations d'appui au monde rural ont pris part à ce forum organisé par Terre Solidaire et financé par l'Agence française de développement. Allez, on parle de la Biennale Dakar à présent. Ce rendez-vous de l'art contemporain laisse aussi de la place à l'architecture. L'architecture qui est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices. Mais aujourd'hui, on parle d'une innovation avec le concept Tabarnité, une initiative de jeunes qui allie recherche, architecture et pratiques anciennes pour bâtir une nouvelle humanité. Dans la dynamique de créer des réponses aux problématiques globales, ces jeunes veulent repenser avec la communauté de nouvelles façons de faire en contraste avec les formes de construction moderne. Et quand on parle culture, c'est toujours Ebou Diouf. Reportage. L'image suscite beaucoup de curiosité, mais ce processus artisanal n'est pas au repos. En sus de ces acteurs passionnés, il faut de l'argile, du coquillage, du sable, de la paille et de l'eau. Pour ce concept, Tabarnité. Tabarnité, c'est en fait construire une humanité autour des valeurs humaines qui font une personne responsable, une personne engagée, une personne qui est là pour les autres, une personne qui n'est pas là pour lui-même, une personne qui est là pour sa communauté, une personne qui est là pour les humains. Comment construire une humanité en s'appuyant sur ces constructions d'idées et de trouver des réponses aux problématiques globales. Parce que souvent on pense développer des villes, développer des villages, développer des structures, mais on ne pense jamais à développer des personnes, préparer des personnes qui peuvent vraiment avoir à la fois l'éthique, à la fois le moral, mais aussi à la fois le courage de pouvoir trouver des solutions pour tous ces maux-là qui aujourd'hui affectent à notre société. Tabarnité, c'est aussi l'opinion dans l'esprit de continuer le processus de conscientisation et de motivation de la jeunesse. Cela inspire ces acteurs. Moi, je pense que la particularité de notre organisation, c'est sa jeunesse, c'est son innovation. C'est aussi oser inventer vraiment des choses durables, inventer une forme de créer de la formation, inventer aussi une forme de créer de l'emploi. Et ce qui nous inspire, c'est le Sénégal. Ce qui nous inspire, c'est notre jeunesse. Ce qui nous inspire, c'est le monde dans lequel on vit avec ses multiples crises. C'est pour cela qu'on travaille avec cette femme-là, parce qu'il constitue vraiment un tissu social très important à Gandiol. Et quand on veut faire de l'autoréalisation communautaire, on est vraiment appelé à utiliser toutes les ressources que nous avons pour tisser les liens qui aujourd'hui font nos communautés, qui aujourd'hui font aussi notre humanité. Tabarnité, un concept innovateur à Kataï un autre pour servir d'espace afin de tisser les liens. Plus de 60 jeunes sont déjà passés par cette école, tous pour bâtir une humanité. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente fin de week-end et bon début de semaine à tous.